Je pense que l'émotion, elle est moteur. J'aime être ému par les rencontres que je fais, j'aime être touché par les patients. Finalement, toute la richesse, elle est là. Et parfois, j'aime bien, dans ces moments, m'arrêter, fermer les yeux et regarder l'orage. Et en fait, c'est ça, il y a une sorte de... Il y a de la beauté dans l'orage. Il y a de la beauté. Et parfois, quand on parlait d'émotion, je suis heureux de pouvoir vivre ces aléas émotionnels. Que ça soit dans la joie, mais dans son contraste extrême, la tristesse, la mélancolie, parce qu'il y a quelque chose de vivant, de fort, de vivant dans tout ça. Consoler, ça s'apprend. Consoler, ça veut dire savoir voir quelqu'un en face de nous dont l'équilibre est défaillant, quelqu'un qui était déséquilibré par que ce soit la vie, que ce soit une annonce, soit une maladie, et savoir être ce troisième pied qui le fait tenir un peu plus debout pendant un moment. La vie, elle est, il faudrait qu'on se le dise nous aussi, plus fréquemment, que la vie, elle n'est pas seulement dans le futur, la joie n'est pas seulement dans le futur, dans la programmation, elle est aussi dans tout ce qu'on vit au quotidien. J'aimerais vous lire cette lettre que j'ai écrite pour les jeunes internes et que j'aurais aimé avoir reçue moi-même. Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Le podcast qui parle de coups durs, de rebonds et de la maladie autrement. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des experts, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des hommes et des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et des héros du quotidien qui gèrent et qui galèrent, comme vous, comme moi. Ils s'écroulent parfois et ils se relèvent. Bienvenue dans le 5e et dernier épisode de cette série spéciale enregistrée avec Lucien Lamy, Sous la blouse, un cœur. Aujourd'hui, épisode 5, Lettre à un jeune médecin. Depuis ses 18 ans, Lucien écrit. Il écrit pour comprendre, pour digérer, pour ne pas oublier, des petits mots griffonnés en douce à l'école, des fragments d'histoire inventés, puis plus tard, les récits de patients croisés au détour d'une garde, d'un service, d'une fin de vie. L'écriture comme refuge, comme exutoire, est pour nous une chance immense. Ces textes, il les partage avec une générosité et une intensité rares. Dans cet épisode, on parle de cette sensibilité qu'il n'a jamais cherché à cacher, mais qu'il a appris à apprivoiser. Est-ce qu'il faut être fort pour être médecin, ou simplement profondément humain, avec des failles, des tremblements, des élans sincères? Guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. On a parlé de l'art de la consolation. Comment consoler quand tout semble s'effondrer ? Comment prendre soin sans se perdre ? Comment rester présent sans s'oublier ? Lucien revient sur les moments les plus marquants de sa carrière, le plus révoltant, le plus beau, et au passage, il nous fait un magnifique éloge de la beauté. Il évoque ce patient qu'il n'a pas osé prendre dans les bras, cette patiente en fin de vie qui l'a bouleversé, et ce fil invisible, ténu mais solide, qui le fait encore tenir jour après jour. Et puis il y a cette lettre. Une lettre qu'il aurait aimé recevoir avant de commencer son internat. Une lettre qu'il adresse aux jeunes médecins, mais qu'on devrait tous lire au moins une fois, parce qu'elle nous rappelle l'essentiel. Sous la blouse, il y a un cœur. Sous toutes ces blouses, il y a plein de cœurs. Des femmes et des hommes qui écoutent, qui soignent, qui consolent. Et il est temps peut-être d'éprouver une gratitude profonde pour tous ces soignants qui nous accompagnent, parfois dans l'ombre. Bienvenue dans cet épisode final, un peu comme le bouquet final d'un feu d'artifice. Et je vous avoue, j'ai un petit pincement au cœur. Ces moments partagés avec Lucien ont été d'une intensité rare. Échanger avec quelqu'un d'aussi passionné, engagé, profondément humain et vivant, c'est une chance. Je ressors de cette série avec un petit surplus d'âme et j'espère que vous aussi. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Lucien. Bonjour Delphine. 5e épisode, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie Déjà. de dire ? Ouais, oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Si tu as quelques mots pour parler des 4 premiers, tu diras quoi ? Que je pensais pas autant retraverser tout ce que j'avais vécu. Ça m'a amusé déjà de revenir à ces moments de ma vie où je ne m'imaginais pas du tout aujourd'hui. Comme dit souvent ma femme, je pense que si le jeune Lucien de aujourd'hui serait fier, et je pense que c'est le cas,
Et c'est amusant parce que lorsque je vois certains épisodes où j'étais bouleversé, etc., je me dis, mais aujourd'hui, mais pourquoi t'as été bouleversé par ça? Parce que, voilà, avec la maturité, on se dit, en fait, bon, t'étais jeune, quoi. Et me remettre à cet âge-là avec le point de vue que j'avais à l'époque, c'est très intéressant parce que je pense que je suis plus indulgent avec moi-même. Mais tu restes encore bouleversé aujourd'hui, hein? Oui, et d'ailleurs... Et heureusement, d'ailleurs, non? Heureusement, et moi Oui. j'espère, le jour où je ressentirai plus d'émotion dans ce que je vivrai, je pense qu'il faudra que je change de métier. Je pense que l'émotion, elle est moteur. J'aime être ému par les rencontres que je fais, j'aime être touché par les patients. Finalement, toute la richesse, elle est là. C'est par cette personne en face de nous qu'on ne connaît pas et qui nous fait vibrer, la manière dont on rentre à la maison avec ce regard, ces voix, ces questions. C'est toute une partie des forces de ce métier, je pense et j'espère, qu'il me touchera toute ma vie. Et encore une fois, le jour où je n'arriverai plus à être ému par ce que je vis, je pense qu'il faudrait que je pense à me réorienter. Oui, le jour où tu seras plus passionné. Je pense. C'est vraiment ça. Alors, Lucien, tu es médecin, mais tu es aussi écrivain, quand même. Tu m'as dit que depuis tes 18 ans, tu tenais un fichier de réflexion personnelle. Alors, pourquoi ça? Et est-ce que l'écriture est un bon exutoire? Je pense, mais d'ailleurs, on l'a tous vécu, je pense, dans nos périodes adolescentes où on écrivait nos amours, je suis énervé contre maman, elle m'a mis ce pull-là aujourd'hui, je le déteste, voilà. Tout le monde n'a pas écrit, hein? Mais je pense que c'est quelque chose qui est assez quand même fréquent. Le journal intime. Le journal intime, voilà, même si on n'a pas écrit un journal intime entier, on a tous au moins chacun a essayé au moins d'écrire un jour quelque chose, des petits mots qui sont destinés à personne d'autre qu'à soi, où on essaie finalement de se projeter sur le papier et pouvoir, pas forcément se relire, mais au moins le mettre hors de soi pour que ça sorte. J'ai vécu, comme beaucoup, je pense, des moments où la vie est plus difficile, où on a un peu des moments mélancoliques, on se dit pourquoi, comment, à quoi ça sert, qu'est-ce qui fait que je sois moi, pourquoi je vois le monde à travers mes yeux finalement. Est-ce que finalement on est tous, tu vois, là je suis face à toi, mais je sais qu'il y a un l'intérieur de toi et qu'il y a d'autres qui me regardent à travers tes yeux, qui me voient moi, et on a tous ce côté première personne, le moment de la réalisation de mince. En fait, je le vois, mais tout le monde fait pareil. En fait, je ne suis pas le centre du monde. Il y a un moment comme ça. Et parfois, on essaie de tous donner du sens à nos vies. Et parfois, la vie manque de sens, malgré tout. Et à ce moment-là, j'aime bien écrire et penser, par exemple, aussi aux patients sombres. Pourquoi je vais jalouser telle personne à tel moment? Pourquoi cette personne, finalement, je l'envie, alors que finalement, si j'avais ce qu'elle avait, je ne serais pas plus heureux. On dit l'herbe est souvent plus verte à côté. C'est exactement ça. Et on essaie de se mettre sur le papier ce que je ressens. Ou pourquoi telle amitié n'a pas tenu, ou pourquoi, aussi parfois ça peut être juste une émotion par rapport à un voyage en train, et le soleil qui joue avec les nuages, et les longues prairies, et me dire, voilà, essayer de fixer dans l'instant quelque chose de beau, et dont je veux me souvenir. En tout cas, l'écrire, ça me fait rester plus dans le moment, et c'est me poser des questions. Et je parle souvent des mélancolies, par exemple, c'est quelque chose que je trouve beau aussi, parce que lorsqu'on traverse ces périodes un peu down, comme tu as pu vivre aussi, pourquoi on parle de dépression? J'ai pas vécu de dépression, je pense, mais pourquoi on parle de dépression? Parce qu'il y a une sorte de sentiment que l'atmosphère autour de nous est plus lourde, et que c'est tendu, que le ciel est plus bas, que le soleil n'arrive pas à percer les nuages, que nos pensées sont entourées de cet amas cotonneux, et qu'on n'arrive pas à aller aussi vite, tout est plus lourd, tout est plus lent. Et parfois, j'aime bien, dans ces moments, m'arrêter, fermer les yeux et regarder l'orage. Et en fait, c'est ça, il y a une sorte il y a de la beauté dans l'orage. Il y a de la beauté. Et parfois, quand on parlait d'émotion, je suis heureux de pouvoir vivre ces aléas émotionnels. Que ça soit dans la joie, mais dans son contraste extrême, la tristesse, la mélancolie, parce qu'il y a quelque chose de vibrant, de fort, de vivant dans tout ça. Et si on revient à l'écriture, j'ai commencé à écrire, d'une part parce que c'était un moyen pour moi de m'exprimer, sachant que les mots, même si j'essaie d'en faire la démonstration aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer avec des mots, mais les mots pour moi sont plus difficiles, parce que le mot c'est l'instantané. L'écrit, on peut choisir son mot, prendre le temps, choisir mot après mot, et essayer de trouver le mot le plus adapté. Et ensuite, lorsque j'ai commencé médecine, parce que c'est sûrement ça dont tu veux parler, il fallait que je parle de ce que je vivais, tout ce que j'ai écrit sur LinkedIn. Ah, mais c'est bien avant. Oui. Tu as commencé à écrire à 18 ans. J'ai commencé. Et là maintenant, tu écris plus sur des épisodes de médecine. Hein. Si je dois commencer mon écriture, j'ai commencé à écrire plus jeune que ça. Oui. Ma première histoire, j'ai écrit au départ pour les filles, des poésies, des trucs pour essayer de draguer. J'ai écrit... J'aimerais bien voir des petits poèmes. Qu'on glissait dans les cartables, comme ça. Voilà. Oh, c'est trop mignon.
Après, j'ai aussi essayé d'écrire des histoires. Je me souviens d'une première histoire, je l'avais écrit, c'était un roman où c'était un groupe d'école en salle de techno qui essayait de faire un détecteur de métaux pour essayer de trouver une caverne dans la cour, etc. Oh, j'adore. Je l'ai montré à ma professeure. Et ensuite, j'étais dans la faculté, on avait fait une sorte de journal. Voilà, donc je participais à ça. Mais j'ai commencé vraiment à écrire sur les patients lors de mon internat, lors de mon premier semestre. Je m'en souviens. Vraiment, c'était brûlant comme sentiment. J'avais le besoin. C'était quelque chose de vital. Est-ce que c'était thérapeutique ? Ah, totalement. L'histoire qui m'avait bouleversé, notamment, on n'en a pas parlé lorsque j'étais interne. Il faut regarder les anciens épisodes pour savoir les histoires dans lesquelles on a déjà parlé. Mais ces histoires-là, ces personnes que j'ai aimées, parce qu'en plus, quand on est un premier semestre, je pense que personnellement, en tout cas moi, c'était des relations très fortes que je créais avec les patients. Je les voyais à chaque hospitalisation. En plus, plus les patients s'altèrent, plus ils se sont rapprochés en hospitalisation, parce qu'ils reviennent souvent, parce qu'ils ont des dégradations d'organes ou autres qui font en sorte qu'ils n'arrivent pas à rester à la maison. Et j'ai toujours essayé de créer ce moment de connivence, de rire, de taquinage. J'ai toujours taquiné mes patients. Je sais pas si tu as entendu ce que tu as dit, mais ces personnes que j'ai aimées. Ah oui. Et ça, je trouve, aimer ces patients, c'est magnifique, en fait. Ces personnes je pense pas que ça soit juste, tu vois. Mais non, mais tu peux, il y a 1000 façons d'aimer. J'aime mes patients, mais moi je pense que j'aime mes patients. Mais je suis heureuse que tu puisses dire que tu aimes tes patients. J'en parle encore parfois dans mon service, et parfois je dis en rigolant au secrétaire, moi j'aime mes patients, mais c'est vrai. Mais oui. Parce que je les aime, je pense souvent à eux, et j'ai envie de les aider au maximum. Mais là, c'était un amour de patients, de gens qu'on aime et qu'on voit se dégrader, et que parfois on aimerait aider plus. Et comme je dis, moi je les taquine souvent, j'essaye souvent, lorsque je les vois en consultation, lorsque je les vois dans leur salle d'hospitalisation, même si le patient il est très altéré, il est au lit, il peut pas se lever, il a par exemple un ventre avec des métastases, avec de l'acide, ouais. De le taquiner, de rire avec lui et enlever le drame. Si ça passe, ouais, mais non, mais non, si ça passe en général, oui. Pourquoi ça passe ? C'est parce que ces patients-là, je les ai connus avant. C'est pas le patient, je viens de le découvrir, je vais faire ça. C'est un patient chez qui et la patiente en particulier, dont je t'ai pas parlé. C'était une patiente que j'avais suivie sur très longtemps et qui a fini à la fin par avoir une complication grave et que j'ai voulu aider et que pour moi, il fallait à un moment aider à mourir et qu'on n'a pas su, selon moi, l'aider à mourir. Et c'est une situation qui m'a fait extrêmement souffrir, de la laisser comme ça le soir dans une situation d'inconfort et de me dire, pourquoi mince... vous n'avez pas pu l'aider ? Parce que la personne qui la prenait en charge, qui était mon supérieur, pensait encore après, il devait sûrement avoir raison, mais pensait encore qu'on pouvait essayer de lui faire passer ce moment qui pour lui était un moment, finalement... Il y a une infection avec des antibiotiques, on pouvait repasser. Qu'elle s'en sortirait, quoi. Et moi, je me souviens, la dernière image que j'ai eue d'elle, c'est d'elle agonisant. Sur le bord du lit, assise, avoir du mal à retrouver sa respiration. Et je sais que je suis rentré chez moi, j'ai pas réussi à dormir, j'ai pensé à elle toute la nuit. Le lendemain matin, je suis dans la même position. Et donc à ce moment-là, le lendemain matin, j'ai fait branle-bas de combat pour qu'on puisse passer d'un mode thérapeutique actif à un mode thérapeutique palliatif, qui vise à la rendre confortable au moins. Oui. Et le moment où elle était confortable, où elle était enfin soulagée, et après elle est partie assez vite, moi j'en souviens que c'était un moment qui était assez fort pour moi. Mais je te parle de ces patients-là, parce que mon premier semestre, typiquement, je sais que c'est le semestre où j'écrivais très régulièrement, parce que tous ces patients-là, je me souviens chacun de leurs noms, ils m'ont marqué. Et dans les textes d'ailleurs, on parlait des textes, LinkedIn, il y a certaines histoires qui sont tirées de ces moments-là. Le patient, par exemple, que j'ai pas voulu prendre dans mes bras. Peut-être tu l'avais lu, ce texte-là. Je voulais justement parler de ce texte. C'est un patient, globalement, où je l'adorais, ce patient. Et à un moment, il était en plus vers la fin de sa maladie. Et à la fin de sa maladie, c'est-à-dire lui, il était aussi à un moment où il n'avait plus forcément d'options thérapeutiques qui permettraient de le guérir. Et il m'a dit, voilà, vous êtes un peu comme mon fils, que je pourrais vous prendre dans les bras. Et à ce moment-là, moi, j'ai refusé. J'ai refusé parce que T'avais quel âge ? Tu me remets là, dans le contexte. Là, j'avais 24 ans, 25 ans. Et je lui ai dit, pour garder la plus juste distance avec vous, et pour prendre les meilleures décisions pour vous, je préfère quand même garder une distance, pas une distance médicale, mais je pensais que peut-être je ne pouvais pas la recevoir, mais que se prendre dans les bras allait m'empêcher de pouvoir continuer à bien prendre soin de lui et d'avoir toujours le bon raisonnement médical, pas sans affect, mais suffisamment distant pour pas faire comme semblant justement pour pas que ce soit quelqu'un de la famille. Voilà, on peut pas bien soigner les gens de sa famille. Il est décédé un peu après, et je m'en suis beaucoup voulu. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'empêche de prendre quelqu'un dans mes bras, d'être humain et de me dévêtir de cette Est-ce que ça te paraissait juste, ou il y avait quand même une partie en toi qui voulait vraiment le serrer dans les bras ? Parce que en fin de vie, on est d'humain à humain, en fait.
Je crois que c'est même comme ça que tu as clôturé d'ailleurs ton texte. On apprend ça. Oui. Et en fait, à refaire. Là où j'en ai parlé, ce texte est revenu en fait cette image. J'en profite pour en parler parce que il est arrivé qu'un patient justement veuille me prendre dans les bras et que j'ai annoncé une mauvaise nouvelle. Et j'ai accepté cette fois-là. Mais parce que c'était une demande d'humain à humain et je le ressentais et que j'avais cette idée en tête de ce patient-là que j'avais regretté de ne pas lui faire en disant qu'est-ce qui m'empêche de le faire, hormis de vouloir garder mon rôle. Après, cette idée que j'ai de vouloir garder la juste distance pour bien s'occuper des gens, c'est important. Si tous les patients me faisaient la bise, je pense que je serais pas bien dans le métier. J'aime bien aussi garder une sorte de sympathie, qu'on tous les deux, on sache que notre relation fonctionne bien, sans pour autant venir de la famille. Copains, je pense que c'est important de garder cette juste distance. Mais par contre, aujourd'hui, tu dirais oui à cette demande. À ce patient-là ? Oui, c'est sûr. Je repense souvent à lui. Oui. Et donc voilà, il y a beaucoup de textes dans LinkedIn qui sont liés à ce premier semestre, où il s'est passé beaucoup de choses, et je pense que personnellement, c'était un peu le baptême du feu. Oui. C'est être confronté à toute cette situation qui nous travaille énormément. Alors c'est un épisode un peu spécial, parce on part un peu dans tous les sens, et voilà, il va y avoir des questions très très fortes qui reprennent un petit peu des épisodes, des 4 premiers épisodes en fait, mais c'est quoi les défis d'un médecin je sais pas si je peux dire hypersensible, sensible, qu'est-ce que je peux dire de toi? J'ai jamais trop aimé les cases. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'essaie de toute ma vie, j'ai essayé d'être normal. Ça veut dire que... Lucien, tu n'es pas normal. Non, mais si. Je pense qu'en fait, moi, je me considère pas meilleur qu'un autre, ou je pense qu'on est tous différents avec des polarités différentes. Et ça veut dire que moi, je pense que le défi de la vie, c'est de réussir à faire société. Et pour faire société, pour moi, il faut pas se dire je suis ça, toi tu es ça, toi tu n'es pas ça, donc on se ressemble pas, donc on se comprend pas. Tous, en fait, on doit essayer de faire avec ce qui nous compose, faire ce qui compose l'autre, et pas essayer de dire voilà, on se comprend pas parce que moi je suis comme ça. Donc effectivement, je pense que j'ai une sensibilité qui peut être exacerbée parce que je me laisse plus ouvert. Souvent, je rigole pareil avec ma femme parce que je sais pas si je crois je pense pas que je crois à la réincarnation, et parfois j'ai l'impression d'être une jeune âme qui est sur la terre et qui découvre tout avec beaucoup d'enthousiasme et qui se prend des claques par tout ce qui bouge et qui est surpris, qui apprend énormément en fait. Voilà, quelque chose, comme si c'était la première fois que je découvrais la vie sur terre, et parfois elle me fait penser, alors qu'elle est plus jeune que moi, une vieille âme, quelqu'un qui est très résiliente, très forte, le chêne et le roseau quoi. Moi, il y a chaque brise, je m'envole et voilà. Mais moi aussi, j'aime bien, c'est ce qui fait mon enthousiasme et c'est ce qui fait que j'aime la vie. Justement, c'est que chaque fois je découvre des choses et je suis hyper enthousiaste. Je pense avoir une sensibilité peut-être plus importante, mais il y en a, je pense, d'autres qui ont des sensibilités encore plus importantes que moi. Je ne me considérais pas comme une case d'hypersensible, mais je pense que c'est difficile en médecine parce que on peut rapidement être considéré comme fragile, pas adapté ou pas fait pour ce métier qui demande souvent d'être fort, d'avoir les épaules solides, et surtout pour être dans la durée. Ça, c'est important. Et donc, le défi pour quelqu'un qui aurait une sensibilité, c'est de ne pas se fermer. Et d'où mon choix de la radiothérapie. Je suis très content d'avoir fait ce choix-là parce que ça m'a permis de pouvoir continuer à donner, recevoir, tout en me préservant. Voilà, tu vois, c'était ça ma question. C'est vraiment l'équilibre entre implication et protection émotionnelle, en fait. Je pense t'as trouvé ton équilibre. Et pour moi, c'était vraiment, encore une fois, l'ennemi, c'était de me blinder. J'aurais jamais supporté. Il y a une fois, je m'en souviens, où, dans ma vie personnelle, on m'a rempli le vase. C'est-à-dire que vraiment, t'en avais parlé, on m'a rempli, et j'avais plus de place. Et j'ai senti qu'en consultation, j'ai une consultation le lendemain, la personne arrivait avec toutes ses peines, toutes ses problématiques, et j'arrivais pas. Ton vase était plein. Ah, j'arrivais pas du tout. Et je me suis dit, en fait, cette situation-là, je ne veux pas la revivre. Donc, mais donc tu vois, c'est compliqué pour un médecin qui a une situation très très difficile à la maison, enfant malade, c'est compliqué quoi. Moi, je me considère très chanceux parce que chez moi, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que je suis entouré de personnes que j'aime énormément et qui me rendent cet amour et qui me compliquent pas les choses. J'ai une famille autour de moi aussi qui est en bonne santé, avec pas de problème spécifique. Je pense que lorsque ça se complique dans la vie personnelle, c'est beaucoup plus compliqué de prendre soin aussi. Et c'est important de savoir qu'il y a des hommes derrière ces blouses blanches. Tu vois, pour moi, c'est très important de les humaniser. Une petite question ici. L'art de la consolation. Qu'est-ce que tu auras envie de dire? Consoler une personne malade, consoler une famille? Il y a souvent une phrase qui est, je pense, souvent attribuée à Hippocrate, parfois Ambroise Paré. C'est guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. Et je pense que c'est pas un sous-soin. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut toujours faire et même qu'on doit faire. Consoler, ça s'apprend.
Consoler, ça veut dire savoir voir quelqu'un en face de nous dont l'équilibre est défaillant, quelqu'un qui a été déséquilibré par que ce soit la vie, que ce soit une annonce, soit une maladie, et savoir être ce troisième pied qui le fait tenir un peu plus debout pendant un moment. Voilà. On ne demande pas, bien sûr, que la personne pleure, d'aller pleurer avec lui, la tête sur son épaule. Je pense que chacun saura trouver sa juste mesure, celle où il est plus à l'aise. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a rien... C'est un peu pour les personnes, d'avoir quelqu'un en face de soi qui n'est pas à l'aise avec ce qu'il est en train de faire, c'est pas agréable non plus. Donc si un patient voit son médecin qui commence à faire une sorte de comédie un peu maladroite de quelque chose qu'il ne sait pas faire, je ne sais pas si c'est le plus adapté. Je pense que chacun peut essayer à sa façon d'apporter de la consolation comme il sait le faire. Mais c'est vrai que parfois rompre cet espace brutal qui est celui de la table, qui nous sépare comme un océan, ça peut être intéressant. Parfois apporter un contact, ça peut être intéressant. Mais ça dépendra d'une part du médecin, mais pas que de lui. Du patient aussi. Du patient aussi. Et il y a le fameux livre de Christophe André qui s'appelle Les Consolations. Et ça, c'est magnifique. C'est vraiment... Je le lirai, je le connais pas. Ah oui, non, mais extraordinaire. Si tu veux, tu peux écouter le podcast que j'ai fait avec lui sur les consolations. C'est splendide. Il s'est demandé... donc, il est psychiatre, comme tu sais. Quand il a eu un cancer du poumon, il s'est rendu compte que, en fait, il était vachement consolé par une main de l'infirmière. Et il s'est dit, mais merde, est-ce que moi, en fait, je console mes patients? Et je pense que oui, il les consolait très très bien. Mais donc, c'était toute cette réflexion. Et il avait aussi reçu une lettre d'une maman qui avait perdu son fils au Bataclan. Et il s'est demandé, comment est-ce que je vais la consoler de la perte de son fils, tu vois. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. C'est ce livre sur les consolations. Après, il faut aussi se dire que nous sommes un médecin à un instant T, et l'impact qu'on peut avoir sur la vie des gens, parfois, il est moins grand qu'on ne le penserait. Parfois, cette consolation pour cette personne qui a perdu sa fille au Bataclan, je pense qu'il faut un ensemble de personnes qui consolent. Le médecin, dans sa consultation, sur l'espace de 15 minutes, ou de 20 minutes, ou de 30 minutes, oui, on peut être rassuré sur le moment, parce que la personne ira mieux sur le moment, mais je pense qu'il faut une sorte de continuum de consolation. Mais tu sais, moi, je trouve qu'on peut être consolé avec une simple phrase aussi. Oui. Ouais. Voilà, moi, comme on parlait souvent, on va peut-être rejoindre le premier épisode ou le deuxième, que le soin, ce n'est pas que de l'ordre du médecin, c'est l'ordre de la société. Prendre soin les uns des autres, consoler ceux que l'on aime ou ceux que l'on croise, c'est l'ordre, c'est accessible à tout le monde. Ouais. Lorsqu'une personne pleure dans la rue, on peut prendre 2 minutes pour demander si ça va. Et ça, c'est consoler. Mais toute la journée, on console et on est consolé, oui. En fait, hein, finalement. Il faut être vigilant à ça. Ouais. Faut pas attendre que cette personne déprimée aille voir son médecin pour qu'il arrête d'être déprimé. Ouais. Je vois le temps qui passe et j'ai envie de parler encore des heures avec toi. Alors, je vais te poser des questions courtes et tu vas essayer de faire des réponses courtes. Je vais essayer. Ouais. Le moment le plus bouleversant de ta carrière? Je pense que c'est ce moment où j'ai vu cette patiente que j'aimais, je peux le dire, j'ai vraiment un souvenir très ému d'elle, sur le bord de son lit, en train d'avoir du mal à trouver son air, les regards dans le vide, et moi qui passe dans le couloir pour rentrer chez moi, pour retrouver ma vie normale, alors que elle, la sienne ne le sera plus jamais. Le moment le plus révoltant de ta carrière? Le moment le plus révoltant est encore lié à cette histoire, ça va peut-être pas t'arranger. Non, mais c'est très bien. C'est le moment où j'ai voulu qu'on l'aide et qu'on soulage cette patiente que moi, en tant que jeune interne, premier semestre, hyper révolté, voilà, je me disais que pour son bien, il fallait qu'on l'aide et qu'on n'a pas voulu. Et à ce moment-là, moi, j'ai fait le branle-bas de combat pour qu'on puisse l'aider. Le moment le plus beau? C'est dur, parce que comme je te dis, la beauté, j'en vois beaucoup. Tu sais, quand tu m'as dit le moment le plus beau, il suffit que je pense, c'est un peu bête, mais un rayon de soleil qui passe quand tu es en train de taper un compte-rendu ou des choses comme ça. Pour moi, c'est la beauté du quotidien, où les moments les plus beaux, c'est les équipes de soins qui sont là, qui pensent à un anniversaire. C'est toute la vie qu'il y a dans un hôpital, l'amour pour les patients, et les aides, le rire d'une aide-soignante qui accompagne un patient aux toilettes. Enfin, je sais pas, c'est des choses comme ça. Pour moi, dans un hôpital, les familles viennent souvent l'après-midi, rendre visite, etc. Mais s'ils voyaient la vie entre les collègues, la vie entre les personnels soignants qui font plus que leur métier, souvent. Ils font pas que des actes, ils font aussi vraiment ce sont des soins humains. Et des soins humains, c'est aussi les sourires qu'on entend, les rires, les prises par la main. Pour moi, la beauté, elle est partout à l'hôpital. Ce qui t'a fait tenir dans les moments les plus difficiles? L'amour, je pense. L'amour de ceux que j'aime et qui m'aiment. Encore 2 petites questions avant que tu lises quelque chose. Tu vas expliquer après, toi, mais qu'est-ce que tu voudrais dire aux jeunes médecins qui débutent? Ah ben, c'est peut-être... Non. Non. Si, c'est une bonne idée. C'est ta lettre aux internes. Peut-être à ceux qui ont 18 ans. Je pense que cette lettre,
Je pense qu'elle peut être destinée aussi à... Alors, on va la lire après. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux patients qui traversent une maladie grave ? Je pense que, d'une part, j'ai envie de vous dire que je ne suis pas à votre place. C'est facile pour moi. Moi, j'ai une blues. Voilà, je vais rentrer chez moi le soir. Je vais peut-être manger à midi. J'ai pas de problème d'appétit. Je ne vois pas de fin potentielle à ma vie. Comme beaucoup, on vit comme si on était immortel. Mais que vous n'êtes pas seul. Jamais. Même s'il y a des moments où vous avez l'impression d'être comme une barque sans pagaie au milieu d'un lac et sans aucune rive à l'horizon, qu'il y a toujours quelqu'un qui aura un petit phare pour vous aider à avancer dans une direction, et que je pense que le réseau de soins que l'on a, il est quand même fort. Il y a des personnes passionnées, engagées, qui feront tout leur possible pour vous aider, et que la maladie grave, ce n'est pas une fin en soi, et que la vie, elle peut se trouver dans tous les interstices de la maladie. Et il faut profiter, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, de chaque moment où on se sent bien. Je parlais du rayon de soleil, mais la vie, elle se trouve là aussi. Elle peut se trouver dans ce thé que l'on partage avec une personne aimée le soir. Il ne faut pas attendre d'avoir des longues périodes devant soi où on pourra programmer des choses. La vie, on pourrait qu'on se le dise nous aussi, plus fréquemment, que la vie, elle n'est pas seulement dans le futur. La joie n'est pas seulement dans le futur, dans la programmation. Elle est aussi dans tout ce qu'on vit au quotidien. Lucien, je suis un peu triste d'arrêter cette série d'épisodes. C'est la toute fin. Et tu as choisi de nous lire quelque chose pour la fin de ce 5e épisode. Qu'est-ce que tu veux nous lire là ? Alors là, j'aimerais vous lire, en fait, il faut savoir que Delphine m'a permis d'être là avec elle aujourd'hui, parce que depuis 1 an, je rédige des textes sur LinkedIn, qui est un réseau social professionnel initialement, pour parler du métier de médecin. Et comme dans ce que j'aime faire en littérature, j'aime bien y inclure de la beauté, voilà, dans les mots choisis. Et il faut savoir qu'un des premiers textes que j'ai publiés, et initialement, encore une fois, je ne cherchais seulement vraiment à transmettre quelque chose, je pense sincèrement que je ne cherchais pas par là autre chose que ça. Après, que sait-on de ce qui se joue dans l'inconscient ? En tout cas, j'aimerais vous lire cette lettre que j'ai écrite pour les jeunes internes et que j'aurais aimé avoir reçue moi-même. Chers internes, nous aussi avons été confrontés aux mêmes batailles invisibles. D'un jour à l'autre, nous devons faire face à cet autre qui a besoin de nous. Et nous jouons alors à la normalité devant celui qui pourrait être un père ou un frère. Ce porteur de miroir avec son corps diminué par une maladie. Lors de l'externat, nous sommes préparés, théoriquement et à mi-temps, à cette rencontre. Puis vient l'internat. Alors nous sommes confrontés à nos premiers attachements émotionnels de ceux qui seront nos propres patients. Quand certains disparaissent, ou bien nous partagent un morceau de détresse, sommes-nous réellement armés ? Je me souviens de ces longs couloirs en solitaire, de ces nuits de garde. Il fallait parfois faire face à la mort, s'enfiler, et continuer ensuite la vie en feignant l'indifférence. Simuler le détachement et l'habitude, même la première fois, puisqu'ici résidait le rôle que nous avions choisi. Continuer en faisant face à ce visage en demande, avec pour seule armure cette blouse qui paraît parfois bien trop fine, et ce masque qu'il faut porter. Ne jamais se fendre, du moins pas publiquement. Être fort, pas fragile, pas trop sensible, c'est ce que l'on attend de nous. Je me souviens des doutes, de la douleur, et de l'absence d'espace pour en parler. Je me suis promis de maintenir l'équilibre pour pouvoir assumer le rôle, absorber, conseiller, guider, de ne pas devenir dur et froid par crainte de la prochaine secousse. Je m'étais également promis que le jour où mon éponge serait pleine, à tel point qu'elle ne pourrait plus rien absorber et que je ne pourrais plus la tordre pour l'essorer, alors je changerai de métier. Heureusement, ce moment n'est pas arrivé. Je partage avec chaque interne que je rencontre le même discours depuis que je suis passé du côté des médecins qui supervisent et enseignent. Nous sommes passés par là. Vous allez être confrontés à la maladie, à la détresse, à la douleur et à la mort parfois. Ces expériences ne nous laissent pas indemnes. Cette normalité qui est la nôtre, elle ne nous accompagne pas sans laisser de traces. Ces histoires nous suivent. Alors, je le répète ici, nous sommes là pour vous apprendre et soigner, mais cela passe aussi par prendre soin de vous. Ce que vous vivez, nous l'avons vécu. Nous pouvons discuter de la durée optimale d'une hormonothérapie, mais aussi d'un sourire que vous aimiez et qui a disparu. N'hésitez pas à partager vos expériences, à chercher du soutien. Il n'y a aucune faiblesse à être humain. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous désirez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, 5 étoiles, comme à l'école, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, parce que c'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles, vos partages, que le podcast pourra aider plus de monde encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir,
ce serait l'écoute tous ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes nos petites victoires. Si vous aussi vous désirez partager votre histoire, n'hésitez pas à m'envoyer une petite vidéo témoignage de 5 à 10 minutes avec les thématiques que vous souhaitez aborder. Tout est expliqué sur le site internet cancerjegère.blog. Et puis, dernière petite chose, Naître Princesse Devenir Guerrière a lancé sa nouvelle page sur Buy Me a Coffee, une plateforme de soutien pour aider les créateurs de contenu, les podcasteurs, les artistes, les magiciens, les clowns et j'en passe à vivre de leur passion. Comme vous pouvez l'imaginer, le podcast représente un énorme investissement en termes de temps, de travail et de moyens. Un effort qui m'est évidemment rendu au centuple grâce à tous vos mots doux, vos écoutes, vos commentaires, vos encouragements et j'en passe. Et pour tout cela, merci du fond du cœur. Mon intention aujourd'hui est de pouvoir rendre le podcast pérenne et qu'il puisse s'autofinancer. Alors recevoir le soutien de mes auditeurs serait le plus beau des cadeaux. Un petit montant, 1 euro, 2 euros, 5 euros, peut faire une énorme différence. Si vous désirez me soutenir, toutes les infos sont dans la description de tous les podcasts et sur mon site internet. Et je tiens vraiment à dire que la gratuité de mon podcast est et restera ma grande priorité quoi qu'il arrive. Je veux qu'il puisse aider le plus grand nombre, peu importe les moyens. Je vous embrasse tous très fort, prenez bien soin de vous et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.